Bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport, j'espère que vous allez bien, vous êtes déjà au rendez-vous alors qu'on vient à peine de terminer de manger. Il est 13h49 et vous avez décidé de passer votre digestion avec nous. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, mais ça fait plaisir de vous recevoir. Avec moi aujourd'hui Jean-Marc Sen, médecin, docteur, oui, il a un doctorat pour devenir médecin, donc 8 ans d'études après le bac pour ceux qui voudraient le devenir. Et la spécialisation, c'est que, la spécialisation, ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est que tu étais le médecin officiel de l'UFC à Paris, et également au PFL Paris, sur lequel on a pu te voir intervenir. Exact. Et on va parler MMA avec toi aujourd'hui. En fait, on va te poser toutes les questions qu'on peut se poser sur la santé, les blessures dans le MMA, le fameux débat intemporel, quel sport est le plus dangereux entre la boxe et le MMA, et aussi regarder avec toi quelques images, parce que on a un événement UFC exceptionnel ce samedi à Abu Dhabi. Je vous rappelle d'ailleurs quasi la moitié des combats disponibles gratuitement sur cette chaîne Twitch à partir de 18h, la suite des combats avec votre abonnement RMC Sport 2 à partir de 20h30 samedi. Carte qui a été totalement remaniée justement, alors pour raison d'une blessure à l'arcade sourcilière pour Charles Oliveira, et un autre qui a eu un staphylocoque dans le coude. On va regarder aussi un petit peu ça. Il y a également des soupçons de blessure sur un des combattants qui a fait un échauffement, une démonstration de lutte hier, etc. On va regarder tout ça avec toi. Allez, on débrief. Mais merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je précise avec aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tu as une chaîne Twitch. Ah oui. Et ça, mais moi j'étais un peu choqué quand tu me l'as annoncé. Et tu fais des lives tous les mardis. Ouais, tous les mardis. Bienvenue chez le Doc. On parle de sport, santé, actualité. Voilà, on est là. C'est trop bien. Voilà, on parle aussi des blessures. D'ailleurs, on commente des blessures. Alors, dans plein de sports, c'est généraliste pour Bienvenue chez le Doc. Mais voilà, donc tout le monde, évidemment, c'est sur Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fera plaisir. Je vous ai mis justement le lien. Là, il y a écrit dédicace donnée à Jean-Marc Sen. Vous cliquez dessus, vous lâchez un petit follow et ça fait toujours plaisir. Ça peut soutenir. Et franchement, il y a des choses forcément hyper intéressantes à découvrir avec Jean-Marc. Et d'ailleurs, en fait, tu m'expliquais un petit peu avant qu'on prenne l'antenne, tu as été positionné finalement sur ces événements-là parce que toi-même tu pratiques le sol, c'est ça ? Ah, moi j'aime bien le sol, j'aime bien la lutte à livret. Je fais de la lutte à livret au NR Fight. Voilà, on adore le NR Fight. Un petit clin d'œil à Nicolas Régnier, effectivement. Donc depuis quelques années maintenant. Donc ça c'est un grand plaisir. J'aime bien la lutte effectivement et le sol. Et effectivement, naturellement, les sports de contact, les sports de préhension, etc. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc ça me plaît bien à pratiquer et puis ça me plaît à traiter parce que j'étais avant médecin du judo, donc ça veut dire que les sports de combat en général, c'est un peu ma spécialité en médecine du sport. Voilà. Ok, on t'a vu d'ailleurs intervenir lors de l'UFC Paris et ça a été apprécié parce qu'on a l'habitude de voir les médecins américains à l'UFC qui font pas, on va dire, un diagnostic aussi approfondi que toi. Écoute, j'essaye de faire les trucs au mieux, de faire ça à la française, à la Frenchie. Non, parce que le médecin à Vegas, souvent, il fait... ok, c'est bon, vas-y. Allez, vas-y. Donc toi, on a vu que tu étais beaucoup plus appliqué. Alors, pour commencer, je voulais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est un débat qui dure depuis des années. On parle souvent... ce qui a fait que le MMA a pu être un peu... a eu du mal à émerger en France, a eu du mal à être légalisé, c'était parce qu'on y pensait qu'il y avait un côté ultra dangereux. Ouais. Et on se rappelle du discours de la ministre qui en fait avait eu cette prise de conscience que c'était peut-être finalement pas si dangereux que ça quand elle a vu en fait des enfants le pratiquer. Quand on sait que la boxe est quand même un sport qui est installé mondialement depuis j'allais dire des centaines d'années, c'est quoi la réalité vraiment des blessures ou des dégâts qu'on subit dans une carrière quand on est boxeur versus combattant de MMA ? Quel est le plus dangereux au final ? Bon, c'est un éternel débat. Alors, et pour répondre vraiment à cette question, en fait, il faudrait vraiment avoir un recul suffisant, aussi important que la boxe dans le MMA, ce qui n'est pas le cas, parce que, par exemple, ne serait-ce qu'en France, le MMA, tu sais, il a été autorisé en 2020. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a sûrement un effet d'abord. Il y a une mise en scène, bien sûr, de la force, de la violence dans le MMA, ce qui donne cette impression quand on voit, bien sûr, particulièrement à l'UFC, quand on voit les images, on voit évidemment les KO, etc., qui sont mis en avant, et c'est ça qui donne cette impression de violence particulière. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça a été dit, je pense que c'est très juste. Il y a une répartition des coups et des techniques qui peuvent être utilisées dans les MMA, contrairement
à la boxe où on vise que la tête. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que les blessures, en tout cas les blessures graves, sont pas obligatoirement plus importantes au MMA que dans un sport comme la boxe. Donc, affirmer, si on voulait rigoureusement, scientifiquement affirmer quels sont les plus dangereux, il faudrait faire vraiment une étude comparative et aujourd'hui c'est pas très net. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vois pas, en suivant les gens qui font du MMA, une accidentologie, des blessures qui soient complètement aberrants. Bien sûr, il y a des blessures sérieuses, ça il faut le dire, et donc il faut surveiller et il faut suivre, etc. Mais il n'y a rien qui me paraît absolument catastrophique aujourd'hui. Ok. Et au terme de traumatisme, parce que je pense que c'est au-delà des blessures, je pense que c'est vraiment les traumatismes, notamment tout ce qui se passe au niveau de la boîte crânienne qui... Ouais. Ouais, la commotion cérébrale. On voit beaucoup désolé des termes que j'ai employés, mais on voit beaucoup de boxeurs qui, au bout d'un long moment dans leur carrière, même dans la manière de s'exprimer, on voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Ouais. Est-ce que le MMA, ça peut amener à ça ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Si jamais une personne ne respecte pas le repos, c'est-à-dire qu'en gros, quand on se prend un KO, et c'est-à-dire quand on a une commotion cérébrale, c'est ça le terme médical, c'est la commotion cérébrale. C'est quoi la commotion ? C'est le fait de se prendre un coup dans la tête, évidemment, et puis on a le cerveau qui bouge, qui vacille et qui, en fait, dysfonctionne après. Okay. Heureusement, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de choses comme ça, mais par contre, le cerveau dysfonctionne. Et il a besoin de cicatriser. Tout le monde comprend que si on a une entorse, on a besoin de cicatriser. Tout le monde comprend que quand on a une coupure, on a besoin de cicatriser. Et bien, quelquefois, j'ai envie de dire, le cerveau, il a besoin de cicatriser. Et quand on ne respecte pas ça, ce temps-là, et ça, c'est souvent difficile, parce qu'on se dit, c'est pas une blessure apparente, on est juste un peu ralenti, on a un peu mal à la tête, etc. Mais quand on respecte pas ça, le risque, c'est justement de créer des séquelles parce qu'on va se refaire une deuxième commotion, on parle du deuxième impact, ce qui peut être quelque chose d'assez grave, ou alors on fait des commotions à répétition, et ça peut être un vrai problème. D'où l'importance d'essayer de faire de la prévention là-dessus, et puis malheureusement, quand ça arrive, de laisser cicatriser son cerveau. Ouais. Et on rappelle que les commotions à répétition, c'est peut-être pas en boxe ou en MMA qu'on le retrouve le plus, mais ça avait fait scandale dans le football américain parce que c'est ce qui réduit la longévité en fait des joueurs de football américain, parce que c'est des contacts permanents. Souvent, ils sont renvoyés très très vite avant de faire des examens, etc. Alors maintenant, il y a des protocoles qui sont mis en place parce que ça avait fait beaucoup de scandales. Mais avant, ça faisait que ton espérance de vie en tant que joueur NFL, c'était 40 ans, quoi. Ouais, c'était un grand scandale, et c'est vrai que c'était un médecin légiste d'ailleurs qui avait découvert ça aux États-Unis et qui avait mis ça en avant, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est difficile à identifier la commotion, c'est-à-dire que évidemment s'il y a une grosse hémorragie, s'il y a des choses comme ça, on le voit, mais la caractéristique de la commotion, c'est que justement quand vous faites une IRM, quand on fait un scanner, on voit rien. Ouais. Et oui, c'est ça la commotion. Ça se manifeste par des tests, par des signes cliniques, par le fait qu'on est ralenti, par le fait qu'on est mal à la tête, par le fait qu'on ait des symptômes. Et or, ces symptômes, ils peuvent être évidemment, surtout quand on est combattant, on passe par-dessus ces symptômes par l'examen évidemment que peut faire le médecin, mais pas par de l'imagerie. Alors, j'étais il y a un congrès il n'y a pas longtemps, je suis en courant, et justement il y a des nouvelles pistes peut-être qui vont venir, pour l'instant c'est encore à l'étude, mais de la biologie qui pourrait être aussi utile pour tout ça, et donc justement qui pourrait permettre d'objectiver, au-delà des signes qu'on ressent et des signes que peut faire le médecin, d'objectiver le fait qu'il y ait une commotion et que le cerveau n'a pas complètement récupéré, et donc qu'il faille faire attention à pas retaper dessus directement. Prévention, je voulais dire aussi, prévention, c'est important. Dans ce congrès, ce qui était intéressant aussi, c'est la force musculaire des muscles du cou. Ça, c'est vraiment très important, la prévention de la commotion cérébrale. Le fait de porter un protège-dents, deuxième chose qui est... Ah ouais ? Et oui, ça modifie avoir une bonne occlusion dentaire, permet en fait de diminuer éventuellement la transmission des chocs au cerveau. Donc ça, c'est un deuxième chose qui est extrêmement important. Voilà, deux choses qui sont assez simples, mais renforcement musculaire, le fait de porter un protège-dents, voilà deux éléments fondamentaux de la protection et pour éviter la commotion cérébrale. Évidemment, après c'est la technique, faut éviter les coups. Oui. Je pense que ça peut être utile également. Il y a des spécificités en boxe qui sont pas forcément appliquées en MMA. Par exemple, en boxe, on va dire un adversaire se prend un knockdown, une mise au tapis sur un uppercut, quelque chose, on le compte et il se relève,
après on le renvoie tout de suite combattre. Est-ce que ça c'est pas aussi dangereux justement, ça risque pas d'appuyer sur quelque chose qui vient de se créer, même s'il arrive à se relever, il est peut-être pas forcément très conscient, etc. Là où dans le MMA, l'arbitre, quand il arrête, c'est fini. Ouais, mais ça c'est très bien. Ça c'est un point plus pour le MMA pour le coup. C'est-à-dire le fait que, on a été sonné, on n'est pas capable de se défendre, voilà, eh bien on est arrêté. Et donc ça évite éventuellement une aggravation d'une commotion cérébrale, d'avoir ce fameux deuxième impact, c'est-à-dire d'avoir une commotion, et puis comme on est commotionné, on est moins vigilant, et on s'en reprend une deuxième, et là des fois ça peut être vraiment plus grave. J'ai vu c'est Big Back qui dit: que pense-t-il du cutting de point de vue du médecin? C'est-à-dire cutting et commotion, c'est aussi intéressant. Il peut y avoir des liens. Et probablement qu'on supporte moins bien, alors les études sont encore en cours, mais probablement qu'on supporte moins bien les commotions si on a fait des gros cuttings. Donc ça veut dire que le fait de se déshydrater, quand on se déshydrate, c'est ça le cutting, on déshydrate aussi son cerveau, entre guillemets. Okay. Et le fait d'avoir ce mouvement comme ça, déshydratation, réhydratation, ça le cerveau a priori il supporte pas bien. Donc ça c'est un élément aussi important. Ça veut dire que si je cut trop fort, potentiellement je suis plus susceptible de me manger un KO? Ben oui. Ah ouais. Probablement. Non mais ok, non, je savais pas. Probablement, c'est-à-dire probablement que le cerveau supporte moins bien le cutting fort. Donc ça, le cutting, les cuttings profonds, c'est aussi une problématique en termes de protection vraiment de la santé. Et par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu penses, parce que le cutting, beaucoup, quand on voit l'état dans lequel se mettent les combattants, beaucoup sont un peu révoltés par ça. Par contre, on a aussi des contre-exemples. Tu vois, je te prends le combat du PFL, tu y étais, je pense que ça te parlera. Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Jordan Zebo a fait un gros cutting, à peu près une dizaine de kilos sur de l'eau. Là où Cédric Doumbé a à peine cuté, et lui, il a plus fait un régime pour atteindre le poids de forme. Ce qui est bien. Donc ça veut dire que Cédric Doumbé, potentiellement, en faisant ça, qu'est-ce qu'il aura de plus que quelqu'un qui cut comme Jordan Zebo? Parce que c'est deux choses c'est très opposées finalement ce qu'ils ont fait. Bon, je pense que tout médecin et tout nutritionniste sérieux doit dire que le mieux c'est de cutter le minimum. Pourquoi? Parce que l'eau, on en a besoin pour la performance, et ensuite on n'a qu'un seul marqueur, c'est-à-dire que les personnes disent voilà, je perds du poids, je fais le poids et ensuite je reprends du poids. Mais sauf que cette réhydratation là qui se passe après la pesée, est-ce qu'elle est efficace? Probablement pas, parce qu'en fait, pour que l'eau rentre à l'intérieur, bien sûr, du sang, rentre dans les cellules, etc., ça demande un certain temps. À peu près 700 millilitres, 750 millilitres par heure, à peu près. Et on voit que ça, c'est donc très, très lent. Donc, il ne suffit pas de boire énormément pour dire, voilà, je suis réhydraté. Et probablement, donc, que la réhydratation efficace, elle ne s'obtient pas aussi vite qu'on le pense, alors même qu'on a du poids. Mais du poids, certainement, avec de l'eau extracellulaire. Okay. Donc, pas avec l'efficacité qu'on veut. Donc, probablement qu'on est quand même plus fatigué, probablement qu'on est plus sujet, on a dit, à la commotion cérébrale, probablement que donc on a moins d'endurance quand on fait des gros cuttings. Donc il y a un vrai, je crois qu'il y a un vrai sujet autour de ça. En tout cas, en tant que médecin et tous les soignants, les cuttings profonds, on n'aime pas tellement. Toi, tu suggérerais combien à peu près pour être quand même dans cette tradition du cutting, atteindre le bon point, le bon poids, etc. Et en même temps se préserver, c'est-à-dire ne pas aller trop loin. Ce serait quoi, 5-6 kilos, quelque chose en fait, c'est en pourcentage poids de corps. D'accord. En pourcentage poids de corps. Et idéalement, si on dit les choses bien comme il faut, 4% du poids du corps maximum, 4-5% du poids du corps. Donc ça fait effectivement, c'est pas beaucoup. Quand on regarde en kilos, ça fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'avant, il faut perdre sur autre chose. Donc ça veut dire qu'un vrai régime, il faut le préparer à l'avance, il faut le gérer sur d'autres choses, le perdre du gras, tout en conservant de l'énergie au niveau des muscles. Tout ça, les nutritionnistes vont bien doser tout ça et jouer le minimum sur l'eau, sur quelques kilos maximum, pour pouvoir avoir le temps de les récupérer et qu'il n'y ait pas d'incidence évidemment sur la santé.
Ok. Il y a des extraits que je voulais te montrer. Ouais. Alors, j'en avais prévu un. Je vais pas. Là, je vais te sortir un extrait auquel j'ai pensé parce que c'est un combattant qui va être sur la carte ce week-end. Il s'appelle Mohamed Mokaev. Ouais. Il est assez particulier, lui. Alors, attends, faudrait que je retrouve. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, je crois qu'il se fait une blessure au cours d'un combat. Ouais. Au niveau du genou. Attends, faut juste que je retrouve la bonne vidéo. Ouais, c'est celle. Ouais, on va taper sur celle-là. Tiens, il y a des petites questions là. Ah bah vas-y, n'hésite pas. Le Good qui dit est-ce que, comme au rugby, en sport de combat, il y a des protocoles commotion après le combat? Bah. Effectivement, après le combat, en tout cas après un combat de MMA, on est censé de toute façon être en repos au moins 48 heures et d'être réévalué 48 heures après. Et il y a des durées d'arrêt, normalement, sans contact et sans combat, qui doivent être respectées. Si on a fait un KO, par exemple, c'est 30 jours. Et puis comme ça, c'est croissant en fonction du nombre de KO qu'on a pris, etc. Alors, ouais. Je vais te montrer la vidéo. Alors, parce que pour le coup, celle-là, elle est assez intéressante. Alors là, c'est une vidéo qui est un peu verticale. Désolé pour le format, hein, ceux qui sont dans le chat, c'est pas le plus optimal. Donc Mohamed Mokaev, il s'est retrouvé dans cette. Alors là, tu vois, c'est sa jambe. Hein. Ouais. Il est dans une clé de genou bien prononcée. Il dit, en gros, j'ai senti mon genou craquer plusieurs fois. Ouais. Malgré ça. There was like three, four cracks, and he thought I'm gonna tap, so he relaxed a little bit. He looked at me, and then Herbdin said he didn't tap, so I shake my head, and then he rejoined the grip like a Attends, choke. je vais essayer de te retrouver la vidéo complète parce qu'en fait, l'histoire, c'est que. Donc, il est dans cette clé de genou. Il se fait a priori arracher plusieurs ligaments croisés sur la clé de genou, mais il arrive quand même à se relever. Et surtout, le plus important, c'est que derrière, il arrive à étrangler son adversaire. Ouais. Je te donne un autre exemple concret qui est beaucoup plus récent. Hier soir, Neymar, en Arabie Saoudite, s'est fait les croisés. Il sort immédiatement du terrain et il n'est pas en capacité ni de marcher ni rien. Il est limite sur civière, etc. Comment ce mec-là, il se fait, et c'est la même blessure, il se fait arracher les ligaments croisés, il arrive à se relever, à aller étrangler un autre mec qui a terminé le combat alors qu'ils ont la même blessure. Ah, excellente question. Bon, première chose, effectivement, ça c'est un des mécanismes de rupture, de ligament croisé, hyper extension comme ça, on tend le ligament croisé contre un rebord osseux et là, paf, ça pète directement. Alors, la chose c'est que en fait, la première chose, c'est que c'est deux sports évidemment différents. Le football va nécessiter des appuis, des changements d'appui, des courses. Ça, sans ligament croisé, pardon, je tousse un peu, non, désolé. Pas de problème. Voilà, le doc a le droit de tousser aussi. Le doc qui tousse, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, donc, sans ligament croisé, c'est absolument impossible. Alors que dans un sport de combat, évidemment, il va l'étrangler. Il faudrait voir exactement comment il fait, mais je suis sûr que, en fait, finalement, il est quasiment au sol, ou en tout cas, il doit faire ça alors qu'il est au sol, ou pas loin en tout cas. Ouais. Et s'il fait ça alors qu'il est au sol, il n'est pas en appui dynamique sur ses membres inférieurs, sur sa jambe, donc c'est tout à fait réalisable. Donc en fait, c'est qu'il a adapté. Moi, je me souviens d'un judoka que j'avais suivi lors d'un championnat d'Europe, alors qu'il a rompu son ligament croisé, il est numéro 2 à ce championnat d'Europe. Ouais, là on voit bien l'extension. On voit l'extension qui a l'image pour les autres. Ouais, l'extension qui est assez nette. Voilà, donc ça c'est un mécanisme. S'il entend craquer, effectivement, probablement qu'il il dit non. Il lui demande s'il arrête, il dit non. Il se dégage. Donc, ce qui doit un petit peu perturber son adversaire. Et regarde, là, il arrive quand même. Là, il est au sol. Ouais, mais il n'est pas. Vous voyez, il est pas. Alors là, ça, c'est le après. Comme ça, c'est que c'est mort. Il n'est pas. Il n'est pas spécialement en appui. Voilà, et puis il ceinture. Et puis l'autre, doit se dire non, mais en fait, son adversaire, à mon avis, psychologiquement, il était au bout. Ah bah oui, parce qu'il dit mais je lui fais ça craque, il abandonne pas. Bon, donc c'est mort probablement. Mais t'as déjà vu une extension comme ça de la jambe? Bon, après, il doit être particulièrement souple. Il doit avoir une hyperlaxité, ce qui favorise cette extension-là. Si c'était quelqu'un qui n'avait pas une hyperlaxité, c'est même pas que le ligament croisé qui l'aurait cassé. Vraie question, puisqu'on aborde l'hyperlaxité, et j'ai beaucoup de chance, je suis hyperlaxe moi-même. Non, mais c'est vrai, du coude. Est-ce que ça fait que je peux ne pas me faire soumettre?
Je t'explique, je vais le montrer. Vas-y, Désolé, vas-y, attends, on je vais va mettre. regarder. Attends, j'arrive juste à enlever mon pull. Parce que ça sera pas parlant. Position where she's like black belt. I'm not black belt. Je vais remettre mes lunettes. I broke him. There was like free throw. Ah, attendez, je vais aussi couper le son de cette vidéo parce que du coup, sinon vous allez l'entendre en non-stop. Alors, mon coude. Ah ouais, t'es hyper voilà, lax. il peut, Ah ouais, exact. peut partir très très loin Ah comme ouais, ça. exact. Alors, est-ce que ça fait que ça va être très difficile de me faire une clé de, Ah ouais, exact. une clé de bras? Ça va être difficile de me caler, plus, quoi. plus complexe, mais c'est possible quand même, mais plus complexe. C'est-à-dire que si la personne, normalement une personne, voilà, son bras, il est comme ça, il peut pas. Donc là, il va tenter, ou petit flessum des fois pour certains, mais il va être là, et là, normalement, on arrive en butée. Toi, la butée, c'est vrai. La butée n'arrive que là. Donc quand on regarde de profil, là, quand est-ce qu'on voit le mieux? C'est comme ça. Voilà. Quand on regarde de profil, voilà, là c'est bien net. Là, normalement, un coude, il s'arrête là. Là, normalement, on a une butée dans un coude. Chez toi, clac. Effectivement, hyper extension. C'est un cas intéressant. On va Tu penses que je devrais faire du sol ou pas? Ça peut m'aider ou... Bon, ça peut être une. Non, en tout cas, c'est sûr que c'est quelqu'un qui t'a comme ça et qui tend, et il t'aura pas. D'accord. Il faut vraiment être en hyper extension. Mais n'oublions pas. En revanche, si quelqu'un est au sol et te bloque, mais fait un petit valgus comme ça, c'est-à-dire un petit interne, par contre, ça va péter plus vite. Et ouais, ton ligament interne, il sera moins protégé. Là, il est protégé. Tu sens que ça pousse moins, mais là, regarde, tu sens que ça tire plus. Bah, tu sais que du coup, j'ai ça aussi au genou et je me suis fait les croisés 3 fois à cause de ça. Donc, c'est à la fois en hyper-extension, d'accord, dans l'axe. Enfin, je ne vais pas donner des arguments pour ceux qui vont t'opposer au sol, mais dans l'axe, ils auront moins de difficultés. Par contre, s'ils font l'axe et ils font une petite rotation là, c'est plus fragile. Ok, bon bah c'est. Non mais Voilà, non, merci, parce que c'est vrai que l'hyperlaxité c'est particulier, tu vois, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction, j'ai envie de te dire. Ça dépend des situations. Mais c'est vrai que sur les rotations, c'est là où tu prends le plus cher. On va regarder d'autres extraits ensemble, notamment on va aller sur le meilleur compte Twitter pour parler de sport de combat. On va aller sur RMC Sport Combat. Il y a eu cette vidéo hier qui a beaucoup fait parler les internautes. Ouais. C'est Kamaru Usman, bon, on le sait, qui est un des meilleurs combattants de l'UFC, un des meilleurs lutteurs et qui est connu pour avoir des soucis chroniques sur un genou qui lui a privé, par exemple, des Jeux Olympiques quand il était lutteur. Ouais. Hier, il fait une démonstration en public à Abu Dhabi et sur un geste, a priori, il pourrait s'être fait mal. Maintenant, bon, c'est beaucoup de suppositions, etc. Donc là, c'était genre un échauffement ou un truc comme ça. C'est ça, c'est un truc pour le public, voilà, pour régaler un peu. Hop, il l'emmène là. Apparemment, là, il s'échange un peu. Il dit ouais, non, c'est pas ouf. Et là, on voit, il se tient un petit peu le genou, etc. Sur quelqu'un qui a des problèmes de genou, est-ce que là, tu vois un mouvement dangereux ou des trucs qui te feraient dire que ouais, il aurait pu se faire mal? Non, s'il a eu mal, alors il se relève. C'est vrai qu'il se tient le genou. À mon avis, il avait quelque chose avant. Je pense pas, sur les mouvements que je vois là rapidement, je pense pas qu'il y a un axe, il n'y a pas de désaxation du genou, il n'y a pas d'hyperflexion, il n'y a pas de torsion, voyez, il n'y a pas de défaut d'appui majeur, donc il n'y a rien qui me paraît être responsable, tu vois, d'un traumatisme aigu. Et puis en même temps, dans sa réaction, oui, il sent quelque chose. A priori, la personne avec qui il fait des exercices, il est complice, enfin complice entre guillemets, il dit « Ah, tu as senti quelque chose ?» On a l'impression qu'il lui a dit ça. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est cette impression-là. Donc à mon avis, il avait peut-être quelque chose avant au genou, si c'est le cas, hein, et ils se sont arrêtés. Mais c'est pas sur un mouvement où il s'est blessé, à mon avis. D'accord. Hein. Donc pas forcément. En tout cas, pas là tout de suite, pas sur ce qu'on a vu, hein, clairement. Je vais te montrer un truc aussi qui est assez récurrent. C'est les histoires d'infection sur des blessures, etc. Alors, pourquoi j'ai écrit c'est Paolo, je sais pas pourquoi je suis parti sur Diego. Pardon. Voilà. Typiquement, on a Paulo Costa, donc qui était prévu pour affronter Khamzat Chimaev, qui s'était fait opérer du coude, etc. Et voilà, là, il postait ça en disant ouais, il y a une infection, c'est pour ça que je peux pas combattre, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce que c'est
comment ça se représente, pourquoi les mecs peuvent pas combattre quand il y a ça. Enfin, Ouais. moi c'est un truc que je connais absolument pas, ce concept de staphylocoque, etc. Même si je sais que c'est un mot, on entend parler parfois sur les conditions d'hygiène, etc. Mais Ouais. juste pour nous expliquer à quel point ça peut ne pas permettre de combattre, quels sont les risques, comment ça se Ouais. représente. Ouais, les infections cutanées, alors c'est assez diffus dans le monde et en France et dans le monde, il y a pas mal de comme ça de germes qui peuvent rester sur les tapis et même qui se transmettent en contact direct. Il y a les staphylocoques et là c'est plutôt une infection type staphylocoque effectivement, et il peut y avoir aussi des fois des mycoses aussi qui existent, hein, Ok. des champignons. Et qui se transmettent beaucoup par contact direct en fait. Donc on pense souvent que c'est des tapis, mais c'est souvent quelqu'un qui va l'avoir sur la peau, et c'est en prenant le contact direct tout ça va se transmettre. Alors effectivement, l'humidité, la chaleur favorise la multiplication de ces germes, et quelquefois on a un moment propice où il va y avoir une infection, une petite effraction cutanée comme ça, hop, une petite blessure, et le germe va se mettre et va se développer. Ça peut être même quelquefois assez catastrophique, hein. Ça peut vraiment être faire ce qu'on appelle des lésions nécrosantes même, c'est-à-dire des lésions très étendues, infectieuses qui nécessitent d'hospitaliser la personne, hein. Donc ça peut être relativement grave. L'autre problématique avec ces bactéries, c'est qu'en plus, elles peuvent commencer à résister aux antibiotiques. D'accord. Donc là, vraiment, le meilleur conseil d'ailleurs qu'on peut donner à tout le monde, si vous avez des infections, premièrement, vous allez consulter, éventuellement se faire prélever la lésion pour être sûr qu'on prend le bon antibiotique, et surtout, si un médecin vous donne un antibiotique, vous le prenez jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'interrompre, il ne faut pas dire « je l'ai pris 2 jours, ça y est, je m'arrête ». Non, il faut le prendre jusqu'à la fin, c'est essentiel, parce que sinon, c'est la meilleure façon de rendre une résistance aux antibiotiques, à ces bactéries. Et Ah. ça fait quoi en fait? Parce que là concrètement, il avait quoi? Il avait une plaie, mais ça fait Bah, quoi? Ça fait que la plaie elle s'ouvre, bien sûr. elle La peau, gonfle. la peau est œdémaciée, la bactérie creuse la peau, ça risque bien sûr de déchiqueter les chairs, hein, si Ok. jamais Ah ouais, non, mais donc c'est un peu comme si c'était un acide lent, mais Bien sûr, qui qui mange faisait les fondre chairs. la peau, quoi. Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'est qu'il doit avoir là, ce que je vois là, c'est sur des soins locaux. Donc il doit désinfecter régulièrement, proprement. Quand on désinfecte, on se lave les mains avant, hein, ça c'est important, parce que des fois, les gens désinfectent et à ce moment on met d'autres bactéries. Il faut prendre souvent des antibiotiques, et en fait, évidemment, il ne peut pas combattre parce qu'il risque d'aggraver localement le problème. Deuxième problème qu'il peut avoir, c'est que quand il a une bactérie là, si jamais ça s'accentue, la bactérie peut aller dans le sang aussi. Et si la bactérie va dans le sang, ça peut aller contaminer par exemple le cœur, ça peut aller dans des organes vitaux, et là créer un vrai problème. Donc, l'infection cutanée, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. C'est un vrai problème, et surtout, il faut la traiter tôt. Et la meilleure façon, c'est de le traiter tout de suite. Il ne faut pas se dire, allez, je mets un petit strap, un petit bandage et je continue. Non, il faut traiter ça, il faut aller voir tout de suite le médecin, faire une téléconsultation, enfin bref, il y a des solutions pour traiter ça. Ça, c'est le message qu'on peut donner. J'avais une autre question, ton rôle justement dans les événements de MMA, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est quoi concrètement ton cadre de responsabilité? C'est-à-dire que, je te donne un exemple, si typiquement, entre 2 rounds, tu vois que il y a un mec qui s'est fracturé l'orteil ou quoi, est-ce que tu as le droit de dire non, j'arrête le combat, ce mec-là ne peut pas combattre, il a l'orteil fracturé? Comment Oui. est-ce que ça se passe? Bon, ça alors, sur le papier, le médecin peut interrompre tout en tout temps, en tout lieu, même en milieu d'un combat, peut interrompre s'il pense qu'il y a une urgence vitale, hein, évidemment, pour le combattant. L'idée, c'est ça. Faut distinguer les choses. C'est-à-dire, c'est l'urgence vitale, ou si, évidemment, le combattant ne peut plus voir correctement. Donc, alors, généralement, si la fracture, on va pas arrêter si c'est une petite... Enfin, on va pas arrêter. Si c'est une petite lésion et que le combattant et que c'est un enjeu très important, et qu'il a encore la capacité à pouvoir combattre, la preuve, on l'a vu même avec une rupture du ligament croisé, il a quand même gagné. Oui. Donc si on l'interrompt, si on dit il y a une rupture du ligament croisé, il faut t'interrompre, il va vous en vouloir, parce qu'il va dire écoute, si j'avais continué, peut-être que j'aurais gagné. En revanche,
commotion cérébrale, de toute façon l'arbitre arrête parce que la personne souvent est effectivement KO. Deuxième situation, c'est la personne qui ne peut pas voir, qui ne peut pas se défendre. Bon, par exemple, s'il y a une atteinte de l'œil, c'est pour ça que tu me vois examiner l'œil avec attention, parce que s'il y a un doigt dans l'œil et qu'il y a des troubles de la vue, ça veut dire que la personne en fait a une atteinte suffisamment sérieuse de l'œil, qui est un organe très important évidemment, et là on ne peut pas se permettre de laisser perdre un œil à un combattant. Donc là, bien évidemment, ça va être une situation où on va arrêter. Donc on a dit le cerveau, l'œil, ou alors des situations qui sont assez rares et qui font que la personne ne peut plus voir. Si par exemple il y a un saignement qu'on n'arrive pas à arrêter et qui empêche la vision, le champ de vision, ou s'il y a un lambeau de peau qui tombe et qui empêche le champ de vision, là aussi c'est difficile parce que s'il ne voit pas la moitié du champ, il va s'en prendre. Voilà. Et donc là aussi, ça sera une situation où on va arrêter la personne. Donc en gros, c'est des organes nobles, le cerveau, l'œil, qui sont atteints parce que quand même, ou alors l'impossibilité de se défendre parce que la personne a un champ de vision. Et si par exemple, cas concret, tu vois, on est sur une grosse phase de ground and pound dans un combat, donc c'est-à-dire il y a un combattant qui est par-dessus l'autre, qui est en train de le percuter, l'arbitre il arrête pas le combat, donc on est à la fin du round, il y a le gong qui sonne, on est dans ce qu'on appelle l'inter-round, la minute de récup, mais toi t'estimes qu'il a pris beaucoup de coups dans la caboche, tu vas quand même le voir et tu dis ouais j'arrête le combat, il est KO. Si vous l'arbitre vous l'avez pas vu, moi je considère qu'il est KO, j'arrête. T'as le droit de faire ça ? Bien sûr. Ah ouais, t'es au-dessus de l'arbitre en vrai. Le médecin, c'est celui qui peut interrompre à tout moment le combattant, effectivement. Alors il faut essayer d'argumenter les choses quand même. On n'est pas des sauvages. On essaye d'argumenter, c'est-à-dire, l'idée c'est de dire, il y a une atteinte grave possible pour la santé, le cerveau, l'œil, on en a parlé. On est médecin, on aime bien le sport, on est médecin. Évidemment, à ce moment-là, on peut interrompre. Bon, pour l'instant, c'est pas arrivé, mais ça pourrait être une décision, pourquoi pas. Okay. En tout cas, les décisions, comme on le dit, on les fait toujours en son âme et conscience. C'est-à-dire l'idée, comme on est médecin, notre fonction, c'est quand même la protection de la santé, bien évidemment, du combattant. Alors, il faut équilibrer, quand on dit de la santé, il faut équilibrer le risque pour sa santé, j'ai parlé de l'œil et du cerveau, et ensuite l'enjeu, la perte de chance. Et donc c'est toujours une décision très délicate, puisqu'il y a un équilibre à faire entre la perte de chance et le risque pour la santé, mais c'est notre fonction de le faire, donc on est prêt à le faire s'il faut. Est-ce que tu rentres toujours dans la cage à l'inter-round ou c'est selon toi quand tu veux y aller ou pas ? Ouais, c'est selon, j'ai envie de dire, en fait quand je vois, évidemment on analyse le combat en permanence, si on voit que ça se déroule bien, voilà, qu'il n'y a rien de spécial, bon, moi je rentre pas, pourquoi ? Parce que je veux pas aller un petit peu perturber le combattant, le fait d'avoir une personne en plus, croiser les regards, etc. C'est pas toujours simple. En revanche, si on a un doute, si on voit un gros saignement, si on voit un début de saignement, on veut savoir où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il s'arrête facilement, est-ce qu'il y a les lambeaux de peau dont je parlais, si on a un doute, s'il y a une atteinte de l'œil, etc. Si on veut avoir une idée un peu plus précise d'un état de santé du combattant, effectivement, on rentre, on jette un coup d'œil, et puis ça nous permet d'avoir une idée un petit peu plus proche, un petit peu plus précise de ce qui se passe. En respectant les règles, c'est quoi les pires coups qu'on peut se prendre en MMA ? Est-ce que c'est le coup qu'on voit pas venir ? Est-ce que c'est le coup de pied ? Est-ce que c'est quoi les facteurs qui peuvent faire qu'un coup va devenir plus redoutable qu'un autre ? J'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que la question elle est un peu large. C'est pour essayer d'avoir les principaux facteurs qui font que ça peut être un. Tu vois, si ce coup de pied il est fait de cette façon ou truc, ou que le gars va dans le sens. Je dirais que ça dépend de sa localisation et effectivement du fait qu'on l'ait anticipé ou pas. Sa localisation, évidemment. Sur la boîte crânienne là, comme ça, les points, pas les points vitaux, mais les points sensibles. Que si je veux mettre KO quelqu'un, je vais chercher à viser. C'est quoi ? C'est le bout du menton. Donc ici, là non, sur le côté. Là. Ouais, parce qu'en fait. L'angle un peu là. Ouais, parce qu'on fait une rotation de la tête. En gros, l'idée c'est de me faire tourner la tête, mais de me forcer à le faire. Quoi. Exactement, parce que si la tête tourne comme ça, clac, clac. Et en fait, le cerveau il fait pareil. Il faut imaginer le cerveau à l'intérieur de la tête tourne et le cerveau fait comme ça. Et là, c'est une déconnexion.
Ok. Donc ça, ce serait le point numéro 1. Oh, c'est un des points qui est quand même... le bout du menton là, qui part comme ça. La tête fait le joystick. Généralement, ça fait Et les tempes, on voit souvent aussi parfois sur certains chocs sur les tempes. Est-ce que c'est parce que c'est plus fin ? C'est direct la boîte crânienne ? Pourquoi ? L'os temporal, c'est l'os le plus fin du crâne. D'accord. Donc, effectivement, il y a aussi une innervation un peu particulière, ce qui fait que c'est particulièrement une zone sensible aussi. Et donc, un coup sur la tempe aussi va facilement créer des troubles au niveau de l'équilibre, des pertes de connaissances, etc. C'est vrai, ça aussi, c'est une autre zone sensible du cerveau. Beaucoup plus que, par exemple, qu'en arrière. L'os occipital, il est très solide, très épais. Au-dessus aussi, c'est solide, c'est épais, donc il n'y a pas de souci. Par contre, la tempe, elle est très fine. Il y a beaucoup de nerfs derrière. Il y a une artère aussi. D'accord. L'artère temporale, donc ça peut même faire saigner. Okay. Donc c'est une zone très fragile. On avait vu un fighter français, donc Saladin Parnasse, qui a subi un KO avec un avant-bras très très dur, qui lui a tapé sur tout le haut du crâne comme ça. Il a frôlé un peu, mais avec violence. Le coude ou l'avant-bras ? L'avant-bras un peu. C'est un crochet qui passe au-dessus, mais tu vois, va agripper un peu on va dire la pointe, et qu'il le fait tomber. Il y a une explication, c'est rare, c'est... Même chose, en fait, le problème, c'est que quand on donne un coup, et ça c'est difficile à étudier, c'est de savoir où l'onde de choc va passer. Parce qu'en fonction de l'endroit où l'onde de choc, mais ça c'est invisible, l'onde de choc passe et traverse le cerveau, et bien selon les zones qui vont être impactées, on va avoir une commotion cérébrale, voire une perte de connaissance ou pas. Okay. Et donc là, probablement que en fonction de l'angle où l'avant-bras est arrivé, etc., l'onde de choc a dû passer dans des zones particulièrement sensibles du cerveau et créer le knockout. Ah, donc en fait, potentiellement, je peux recevoir 2 fois le même coup, mais on va dire que dans le détail, si l'onde de choc dans mon cerveau touche pas les mêmes zones, ma réaction à moi, c'est pas la même. Exactement. C'est-à-dire qu'il y en a une où je peux faire peut-être ça, je suis pas bien, et l'autre où je vais tomber net dodo. Absolument. C'est ouf ça. Absolument. J'avais un autre sujet, on a vu pas mal de combattants se blesser sur les low kicks. Tu sais, se fracturer le tibia, même parfois se faire les croisés sur un low kick qui se pose un peu trop sur la cuisse, sur une zone molle ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire pour éviter les blessures Est-ce que déjà tu penses que c'est une bonne pratique le low kick, vu que ça casse parfois? Franchement, s'il est de 3/4, c'est pas terrible, puisque c'est un des modes effectivement de lésion effectivement du croisé. Même j'ai envie de dire, s'il est un petit peu sur le côté, un peu en arrière, et ben là clairement on peut péter un croisé quasiment systématiquement. Okay. Surtout si le genou est très légèrement fléchi, de 10-20 degrés, on peut péter un croisé, parce que en fait c'est une zone où le croisé est sous tension et le genou est en zone de faiblesse. Donc, alors, est-ce que c'est une bonne technique ? Pour celui qui le met, oui. Pour celui qui le reçoit, pas trop, évidemment. C'est une technique qui peut être dangereuse. Moi, je dirais plutôt la technique dangereuse, c'est quand on donne un coup direct. L'oblique. L'oblique, avec le talon, ça quand même... Moi, je parlais plus des coups dangereux pour celui qui met le coup de pied. Parce que souvent, ça se retourne contre lui. Tu vois, il envoie un gros low kick. On a eu le cas avec, je crois, c'est Losen Keita, le combattant belge. Gros combat, ceinture, etc. Dans sa stratégie, il veut vraiment envoyer pas mal de low kicks, et en fait sur un des low kicks qu'il enchaîne très tôt dans le combat, sa jambe lâche, le tibia se fracture. Ah oui, il se casse lui son tibia, effectivement. Oui, tout à fait. Mais on peut blesser le genou de l'adversaire, mais ça c'est ce qui est attendu. Mais on peut effectivement se casser son tibia. C'est vrai, ça dépend en fait. La même chose, c'est une question d'onde de choc en fait. D'accord. C'est la même chose. En fait, c'est de la mécanique. Faut comprendre qu'à chaque fois, il y a donc le coup, il est donné, une sorte de vibration, une propagation à l'intérieur. Après, c'est ça qui. C'est ça. Et d'ailleurs, une chose qui était assez nette, c'est quand quelqu'un chute. Et quand quelqu'un chute, on sait qu'il a moins de risques. Je faisais ça quand je surveillais beaucoup de compétitions de judo. Il y a moins de risques d'avoir des blessures si on entend du bruit que si on n'en entend pas. Puisque quand on entend du bruit, il y a une dispersion de l'onde de choc, et donc ça fait un bruit. Quand on n'entend pas de bruit, quelqu'un tombe de manière sourde, l'énergie en fait est accumulée à l'intérieur de la personne, et c'est là où on peut avoir des lésions. Ça, de manière générale. Mais c'est exactement la même chose quand on va donner un coup.
c'est une question d'énergie, vraiment mécanique, d'énergie mécanique. Où cette onde de choc va-t-elle passer? Est-ce qu'elle va être concentrée? Et si elle est concentrée en fonction d'un endroit et en fonction de sa direction, elle peut entraîner une fracture. Ça, c'est de la pure mécanique. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a un lien entre, on va dire, la résistance physique des combattants et leur aspect mental? Est-ce que quelqu'un qui, mentalement se conditionne à ne jamais être en faiblesse, etc., va potentiellement moins être impacté par les coups? Enfin, on va parler concret. Un mec comme Benoît Saint-Denis qui va à la guerre tous les 4 matins, qui fonce, etc. Est-ce que le fait qu'il soit dans cet état d'esprit de je vais de l'avant, ça va aussi l'aider à être moins facile à mettre au sol, enfin moins facile à faire mal, moins facile à impacter? Oui. Est-ce que ça peut être lié? Bah oui, il y a évidemment un lien, ça c'est très net, entre le mental, le physique, c'est-à-dire l'état d'esprit du combattant, et sa vulnérabilité, ou au contraire son agressivité ou le caractère agressif, vulnérant du combattant. Donc ça c'est très net, la personne, parce que la concentration, on va dire la coordination, la précision du coup, la force que l'on va mettre, la force. C'est pas que la masse musculaire qui détermine la force. L'élément déterminant de la force, c'est le système nerveux. D'accord. C'est le fait de coordonner, d'avoir. D'ailleurs, on dit la force des fous. Vous savez, ceux qui sont fous, on dit qu'ils ont une force quand ils sont une rage. Ils ont une force extrêmement. Quelqu'un qui est absolument déterminé à avoir une force extrêmement importante, une détermination mentale à avoir cette force et à vouloir combattre, sera beaucoup plus vulnérant, évidemment, qu'une personne qui ne l'est pas. Ok. Donc tu es en train de me dire que je reprends cet exemple-là parce que je trouve que c'est très probant. Quand Cédric Doumbé H24, il dit c'est moi le meilleur, c'est moi qui frappe le plus fort. Je vais te mettre KO, je vais ci, je vais ça. Oui. Mine de rien, il conditionne aussi son corps à faire ça. Bon, il conditionne son corps, il conditionne son adversaire. il y a de la technique mentale là-dedans. Il conditionne son adversaire. Et puis, n'oublions pas que, si on revoit d'ailleurs son KO, c'est très technique. Oui. C'est extrêmement technique. On voit, il y a un coup qui est masqué, effectivement, et puis qui arrive à l'angle de la mâchoire. C'est vrai, voilà. Et plein pot. Et il y a un deuxième qui arrive aussi derrière pour remettre une petite couche. Après, il y a une précision qui est d'orfèvre. Mais il y a aussi, donc, les combattants qui sont guerriers dans cette attitude, les Benoît Saint-Denis, les Cédric Doumbé, qui sont dans cet aspect de finir les adversaires, potentiellement, ça les rend aussi plus dangereux. Enfin, il y a un petit impact qui se fait avec bien sûr, cette détermination mental. Et puis la technique, toujours la technique, c'est un élément fondamental de la force et du caractère vulnérant d'un combattant. Donc en fait, quand on dit Benoît Saint-Denis prend trop de coups, si lui il est toujours prêt à les prendre et dans sa tête il est toujours conditionné au fait qu'il va en prendre, potentiellement c'est moins risqué que s'il était, on va dire, un peu plus hésitant dans sa manière de combattre. Bien sûr. Bon, après, il faut toujours limiter. Oui, non, faut pas on l'a dit, on se protège pas avec la tête. Voilà. Mais effectivement, le fait, en tout cas, d'être déterminé, c'est sûr. On accepte la douleur, c'est la même chose. La douleur, il y a une dimension mentale très forte de la douleur. Merci Jay-Z, Jay-Z 17 là. Il y avait une question qui te disait, est-ce qu'il y a un combattant qui t'a impressionné par sa résistance à prendre des coups ou sa résistance à se blesser, etc. Et après je te mettrai un dernier extrait avant de te libérer parce que je sais que tu es très 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 occupé. Bon, mais avec plaisir, on voit le temps qui passe. Mais c'est ça, moi je prends du plaisir, je vois le temps qui passe, je dis ça va trop vite un petit peu. Combattant qui par sa résistance à prendre des coups ou à en donner, Benoît Saint-Denis, on parlait. Moi, je trouve que pour l'avoir vu en direct, je trouve, d'ailleurs, j'ai laissé une chemise. J'ai laissé une chemise en ramenant son adversaire parce que j'ai pas pu avoir, il y avait trop de sang dessus. Contre Thiago Moïse. Il y avait un peu trop de sang dessus. Donc voilà, donc là, c'est vrai que c'était assez impressionnant. T'avais vu son combat contre le mec qui était dopé ? Oui, j'avais vu aussi, ouais. Et là, tu t'es dit, oui, ce mec-là, il a une résistance hors du commun parce que, tu vois, en tant que médecin, les frappes d'un mec sous stéroïdes,
concrètement, comment est-ce que ça peut se présenter? C'est quoi? C'est comme si ma force était multipliée par 2? Le dopage malheureusement marche. Je dis malheureusement parce que sinon c'est ce qui fait que les gens l'utilisent. Et effectivement, les stéroïdes, je parlais des fous, quelquefois il y a la notion de la rage des stéroïdes, hein. On parle de ça aussi. Et donc ça peut aussi modifier effectivement l'état mental. Typiquement en NFL, pour reprendre, qui est la ligue de football américain, pas mal de mecs qui sont sous stéroïdes là-bas, on va pas trop fermer les yeux, ils sont très souvent violents avec leurs femmes par exemple. Voilà, typiquement, ça modifie ce comportement-là. Et il y a deux choses les stéroïdes et la commotion cérébrale, hein, peut modifier également le comportement émotionnel. Et donc, effectivement, une personne qui est dopée peut avoir moins de douleur, plus de caractère rageux. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de lutter contre, hein, parce que moi, en tant que médecin, je lutte contre, évidemment, tout ça. Et faire que les gens combattent sur leur qualité propre, hein, et pas uniquement sur le fait qu'ils se soient injectés des stéroïdes. Quand tu vois justement qu'il y a certaines personnes qui étaient en train de dire s'il y a moins de contrôle antidopage à l'UFC, c'est bien parce que les combats seront plus spectaculaires, les combattants seront plus résistants. Pour toi, c'est une hérésie? Je le disais en même temps. Vas-y, dis-moi. Tu connais, dans les grandes compétitions de sol, la plupart des mecs sont dopés. Voilà, on va pas parler, c'est connu, hein, très clairement, ils s'en cachent pas. Et justement, avec la séparation de l'UFC et de l'USADA, qui était l'organisme indépendant de lutte antidopage, il y a certaines personnes qui voient ça d'un bon œil en disant si les mecs se dopent, potentiellement les combats vont être plus spectaculaires et ça va les aider dans leurs organismes parce qu'ils vont être plus résistants et ils pourront combattre plus longtemps. Est-ce que tu trouves que c'est une connerie absolue de dire ça ou tu pourrais être d'accord? Plutôt une connerie, puisque en fait ils vont être résistants, mais le dopage, surtout s'il est mal fait, et le dopage pose aussi des problèmes de santé. Donc sur dire qu'on va être on va pouvoir combattre plus longtemps, mais vivre combien de temps? Parce que le médecin que je suis désolé, hein, mais le médecin que je suis s'intéresse aux sportifs, aux combattants dans son entièreté, pas uniquement. Donc l'après-carrière aussi. Bien sûr. Je ne comprendrais pas un médecin qui n'aurait pas ce discours-là. On soigne des gens. Bien sûr, ce sont des sportifs, bien sûr, ce sont des combattants, et bien sûr, on adore les accompagner, mais on s'intéresse à leur entièreté de leur vie, c'est-à-dire avant, quand ils sont en développement, pendant le moment où ils sont en combat, mais que deviennent-ils après aussi? Donc là, il y a un vrai sujet. Alors évidemment, pour des raisons commerciales, on peut imaginer que ce soit mais sauf que moi, en tant que médecin, c'est pas mon propos. Okay. C'est pas le caractère commercial qui m'intéresse. Il y a une question dans le chat et j'en parle parce que peut-être ce sera un placement produit ou peut-être pas. Le CBD et le MMA, est-ce qu'on voit beaucoup de combattants soit faire la promotion, soit utiliser eux-mêmes le CBD à des fins, j'imagine, relaxantes, thérapeutiques? Je connais pas tous les effets, donc je te laisserai me corriger là-dessus. C'est quelque chose qui peut faire du bien, c'est intéressant, c'est des choses à explorer dans la façon dont on va se préparer à un combat, ou c'est pas... Bon, moi je pense que la récup, il y a aussi des boissons de récupération, CBD, etc. Moi la première chose, c'est déjà exploiter les voies de la physiologie. Les voies de la physiologie. Quand on dit la préparation au combat, quid de la préparation mentale déjà? Est-ce que la personne fait une préparation correcte? Quand on parlait tout à l'heure du poids et de la catégorie de poids, est-ce que les personnes font une stratégie nutritionnelle qui est correcte? Pour la récupération, est-ce que les gens, parce que dire je vais prendre du CBD, machin, etc., et s'enfiler de l'alcool ou peu importe... C'est-à-dire que c'est pas un raccourci le CBD, c'est ce que tu essayes de dire? Ben oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut appliquer déjà des règles qui marchent en plus, dont on sait qu'ils sont extrêmement d'hygiène de vie, qui marchent de manière extrêmement efficace. Après à part les choses quand elles sont autorisées, évidemment, hein, tant qu'elles sont pas sur liste et qu'elles sont pas autorisées, après chacun peut, bien sûr, faut laisser une liberté sur tout ça, mais
moi, j'incite toujours à dire, mais voilà, on a des solutions, on a des professionnels qui peuvent t'accompagner, voilà, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit des préparateurs mentaux, que ce soit bien évidemment des kinésithérapeutes, que ce soit, enfin voilà, tout un ensemble de choses d'hygiène de vie. Commencer par la base. Ah bah, mais 1000 fois. Je vais donner un exemple, le sommeil. Ouais. Ça paraît bête, hein, le sommeil. Ah non, mais non, c'est Ouais. le plus important, j'imagine. C'est essentiel. Vous dormez, on dort, et le chat le verra aussi régulièrement, à une horaire, on s'endort à une heure régulière, on se lève à une heure régulière, c'est-à-dire qu'on synchronise notre cerveau de manière régulière, on a une optimisation de notre sécrétion d'hormones de croissance qui est utilisée pour le dopage. La personne déstructure son sommeil, elle peut diviser par 5 Ah ouais, donc son moi, en fait, autosécrétion. mon autosécrétion, je pense qu'elle est pourrie. Elle Moi, est j'ai un défoncée. rythme de sommeil qui est... Ah ouais, non, il est catastrophique, mon rythme. Hein. Mais voilà, donc oui, pour tous ceux qui sont sur Twitch, là, les nuits blanches. Les gars, venez, on se fait un sommeil un petit peu cadré. Etc. Vraie question, t'as déjà eu des combattants avec... j'allais dire des vrais soucis mentaux, c'est pas ce que je veux dire dans le sens maladie mentale, mais avec vraiment on va dire des appréhensions mentales élevées. Par exemple, anxiété, agoraphobie, la peur d'être entouré de gens, etc. T'as déjà eu des cas comme ça ? Bien sûr, les combattants, contrairement à ce que... Enfin, je parle de manière très générale, évidemment. Tout sportif, même d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, a évidemment des failles. Hein, comme tout à chacun. Ça n'existe pas, hein, le super-homme, etc. Non, mais t'as déjà eu, genre, je sais pas, une anecdote, alors sans citer de nom, effectivement, mais voilà, genre, je sais pas, par exemple, un combattant qui a peur du sang, un combattant qui a peur de la foule, un combattant qui Non, mais des piqûres, j'en connais plein. C'est un combattant qui est claustro, qui aime pas être enfermé, et tu vois, et c'est juste le fait qu'on ferme la cage qui le stresse, tu vois, des trucs comme ça un peu, t'as déjà eu ça ou... Non, ça cage, ça j'ai jamais eu. Mais il y a plein de combattants qui ont peur des piqûres, qui aiment pas. Je fais de la mésothérapie. La mésothérapie, c'est des petites piqûres qu'on fait pour traiter. Il y a plein de combattants qui ont peur de ça. Ouais. Non mais attends, des gens ils s'enferment dans des cages face à d'autres personnes et ils vont s'envoyer pendant 3 fois 5 minutes et ils ont peur d'une piqûre. Ah oui, il y en a plein. Il y a d'autres trucs un peu improbables comme ça, on va dire, pas improbables mais cocasses, un peu drôles, décalés que tu as pu voir dans ton métier ? Qu'est-ce que j'ai pu voir de drôle, de cocasse qui me viennent à l'esprit là tout de suite. Mais tous les jours, non mais avec des combattants spécifiquement ou avec tu peux aller plus large, mais avec des combattants, ça aurait été intéressant. Non mais bon là ce que je viens de dire, les piqûres, ça c'est assez drôle. Et puis après, non, des choses cocasses des combattants, non généralement. Non. J'ai tellement l'habitude d'être avec eux au fur et à mesure que je fais même plus attention spécialement aux éléments, mais il n'y a rien. Non, moi ce qui m'étonne toujours d'ailleurs quand je suis avec, c'est les très bons, quelquefois, bon, c'est les trucs d'oublier. Ah ouais, d'oublier les examens médicaux, mais ça c'est terrible. Oh là. Ah non mais doc, j'ai oublié, c'est vrai. Non mais tu dois faire tel examen. Ah non mais je croyais, mais c'est pas le même examen que l'année dernière. Non, faut le refaire. C'est pas facile de les suivre, faut un peu les relancer dans le sens où ils veulent esquiver un peu. Ah ça c'est la galère, les examens. Ah ouais, ton ECG. Ah mais je l'ai fait il y a 2 ans. Ouais mais non, faut le refaire. Bon voilà. D'accord. Donc on n'est pas sur les combattants, c'est pas les meilleurs en administratif pour remettre les choses à jour. Alors ça, le truc, machin, au lieu de... Normalement, on envoie un document, on le scanne, PDF, bien, etc. Alors là, la photo pourrie, prise de travers, machin, ça, j'en ai eu, c'est terrible. Prise de travers en envoyant le truc, ça, je dis oui, ça, c'est vrai, ça, oui, ça. Est-ce que t'as déjà eu un combattant qui t'envoie une photo de son pied, ou je sais pas, totalement tordu, qui fait « Doc, je peux combattre là, ou c'est chaud ?» Oui, bon, ça peut arriver. Voilà. Ou alors, les examens qui sont pas là, etc. Il dit mais j'ai déjà combattu. Et ouais, bah oui, mais il faut quand même que tu emmènes ton examen. Enfin bon, bref, voilà, c'est des choses comme ça. Mais effectivement, oui, genre, bon. Et puis surtout, dans les blessures, ce qui est souvent chiant pour les combattants, c'est la coupure. Hein. Oliveira, c'est une coupure à l'arcade, genre. Bah oui, pourquoi c'est chiant Parce que sinon, ça se retrouve tout de suite. D'accord. À l'arcade, dès que pof.
Un petit coup de Ah poing, ouais. et puis, ça va tout de suite se rouvrir. Donc après, le risque, c'est qu'il soit arrêté à cause de saignement, quoi. Ça, c'est quoi? C'est pour que ça cicatrise bien, là, une ouverture à l'arcade, c'est quoi? C'est plusieurs mois? Non. Alors, on va dire bien cicatrisé 10-15 jours. Ouais. Et puis, voilà, si c'est très profond, faut aller jusqu'à 1 mois. D'accord. Oui, donc là, on comprend pourquoi Oliveira pouvait pas combattre ce week-end-là. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Cédric Doumbé qui avait été refusé, entre guillemets, à l'UFC à cause d'une erreur dans justement un de ses examens d'IRM, je crois, pour une tâche dans son cerveau qui en fait était une cicatrice, mais qui a été lue comme comme une masse au départ. En gros, attends, j'essaie de te la faire rapidement parce que là, je te l'ai mis un peu en brouillon. Il fait un examen pour potentiellement combattre sur la première carte de l'UFC Paris. On voit une tache blanche sur son scanner ou IRM, je crois, je sais plus, scanner, je pense, crânien. Ouais. On lui dit ah ouais, tache blanche, c'est mort, attention, ça peut être grave, etc., etc. Il fait un contre-examen. Après, bon, l'UFC passe, etc. Et on lui dit cette tache blanche, non, c'est pas une masse, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est une cicatrice d'un trauma que vous avez eu il y a longtemps. D'accord. C'est possible ça ou Bon, là, je sais pas. on n'a pas les trucs devant nous. J'avoue que là, je te l'ai lancé parce que Oussama vient de m'y faire penser dans le chat. fait ça, voilà. C'est difficile de dire sans avoir les éléments. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tous les examens, notamment les IRM, etc., sont bien étudiés, quoi. Donc, c'est surtout ça. Donc, si c'est vrai que s'il y a des moindres... de manière générale, les moindres choses, c'est tout de suite, ça peut faire prendre des précautions, mais pour les raisons qu'on a dit, qu'on a dit au préalable. Etc. Je te mets un dernier extrait qu'on va regarder ensemble. C'est c'est pas forcément un souvenir heureux si on est des supporters français. C'est le combat de Cyril Gane contre Francis Ngannou. Yes. Alors à l'époque on le voit pas, on le sait pas, mais on voit ses protections au genou. Ouais. Francis il fait ce combat sans ligament croisé sur un de ses deux genoux. Ouais. Tout à l'heure tu disais, on prenait le cas de Mokaev, etc. On disait ça va, il prend pas trop appui. Là on voit quand même que Francis il commence déjà debout, il court un peu, etc. Ouais, mais si on se souvient du combat, il va très vite et très rapidement au sol. Au troisième round. Ouais, mais dès qu'il peut. Mais là, quand tu le vois comme ça, quand tu vois un mec bouger comme ça, à l'œil, tu vois qu'il a un problème au genou ou pour toi, tu te dis peut-être qu'il est très musclé et que du coup, il compense. Enfin, comment ça se fait qu'il peut faire tout ça? Non, alors que les joueurs comme tu disais, un joueur de foot qui se fait les croisés ne c'est joue pas les mêmes appuis. C'est pas les mêmes appuis. Ouais, mais là, il a des bondis un peu quand même. Et tout. Ouais, mais c'est pas les mêmes appuis qu'au foot. Et effectivement, on peut vraiment médicalement, sur des périodes très courtes comme ça, faire en sorte qu'une personne, même quelquefois, même sans ligament croisé, avec un renforcement musculaire extrêmement important, de faire en sorte que l'articulation souffre pas. Il a sûrement dû être infiltré, j'imagine. Ouais. Et le maintien, évidemment, articulaire. Par exemple, il n'aurait pas le maintien articulaire qu'on voit là, peut-être que ça changerait les choses aussi. C'est ça qui change. Mais on voit que les appuis, ils sont nets. C'est pas le sauter. Regarde, entre ces appuis ils sont très cadrés. Et c'est pas les mêmes que ceux de Cyril, on le voit. Donc, et puis ensuite, effectivement, dès qu'il peut, il va au sol. Voilà, donc et ça c'est une stratégie, un changement de stratégie, justement pour limiter son problème de genou, quoi. Et j'ai une dernière question avant de te dire. Je sais qu'à chaque fois que je dis que c'est la dernière, mais on est bien là. On va encore l'illustrer. Je vais utiliser mon corps parce que j'ai un point commun avec Thomas Spinal qui s'est fait opérer des croisés. Ouais. Thomas Spinal, comme moi, il peut pas fléchir plus que 90 degrés. Alors le coude il va à fond et par contre le genou. Je t'ai dit, je fais croiser 3 fois. Non mais typiquement un mec comme moi là, maintenant j'arrive plus à aller plus loin que ça. Ouais. Est-ce que c'est à vie? Je pourrais plus jamais plier plus que ça? T'as été opéré 3 fois du genou? Même genou? 2 fois. 2 fois. Après, ce qu'il y a, c'est est-ce que t'as fait une bonne rééduque? Déjà. Moi j'étais pas à un niveau fou, tu vois, donc t'as pas. Sûrement que tu pourras gagner encore un peu. Après, il faudrait t'examiner, évidemment. Mais sûrement que tu peux gagner encore un peu. Mais après, c'est sûr que souvent on garde une petite séquelle quand même de ça. Ouais. Mais tu devrais quand même, parce que là t'es à 90. Ouais, et là franchement, je peux pas aller plus loin. Ça me fait. Il faudrait regarder. C'est pas fou. Ouais, il faudrait regarder pourquoi. Ça se tente.
Ouais. Ils me disent, je fais une consultation. C'est clairement ce que je suis en train de faire. Hein. Alors, j'ai une petite boule derrière, là, on va regarder après en off. Lebron qui dit un grand nombre d'infiltrations est dangereux pour le corps. Si on infiltre trop souvent une même articulation, ça peut poser problème. Rappelez-vous du footballeur qui joue au Paris Saint-Germain et qui s'est fait amputer. Ah c'est qui? J'ai plus le nom en tête. Donc c'est pas Rodriguez? Non, c'était quoi? C'était. Alors là, je crois que c'était Rodriguez, je sais plus. En fait, oui, il faut éviter les infiltrations de corticoïdes. C'est ça, Bruno Rodriguez. Ouais, Bruno Rodriguez. Les infiltrations de corticoïdes, il faut faire attention à pas en abuser, et normalement si on infiltre, ça veut dire que derrière il y a du repos. Et c'est pas on infiltre et tout de suite on y va, c'est vraiment ça nécessite du repos. Et puis maintenant il y a des nouvelles techniques en plus qui sont vraiment intéressantes, les PRP, on peut injecter une partie du sang, etc., où ça marche bien, également. Sors ta carte vitale, Sacha. Et non, je suis pas conventionné, non. Trop bien ce live, très bonne idée pour intervention, super intéressant. J'ai pas forcément d'autres questions qui me viennent en tête, mais... on dit au chat de venir sur ma chaîne. Oui. C'est quoi, tous les mardis 19h, c'est ça? Mardi 19h, bienvenue chez le doc. N'hésitez pas, on est là, on a à chaque fois un invité, on parle sport, santé, actualité, c'est vraiment bien. Tu nous ramènes des combattants bientôt, là, le mardi? Allez, je ne peux pas dire, mais je pense que bientôt il y aura des choses. C'est bon, la promo tourne, c'est magnifique. Suivez Jean-Marc sur YouTube. Oui, merci beaucoup à Jean-Marc d'être venu. J'espère que tu reviendras d'ailleurs pour que. Avec grand plaisir, quand tu veux. On a fait un petit peu, on a fait assez court et efficace, mais il y a tellement de choses à dire. En 2-3 mots, l'infiltration, juste, c'est quoi? Qu'est-ce que ça crée? On met souvent, c'est dans une articulation, mais ça peut être dans un autre tissu, on met un produit, et souvent ce produit c'est le corticoïde. Okay. Le but c'est diminuer l'inflammation, diminuer la douleur d'une articulation. Ça marche effectivement, mais il ne faut pas en abuser parce que ça, entre guillemets, abîme un peu l'articulation, pour faire simple. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu as envie de tordre aujourd'hui? Typiquement, les gens qui disent les anti-inflammatoires, c'est pas bien, c'est bien, etc. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, un peu des idées reçues sur lesquelles, par exemple, toi, tu veux dire des choses? La chose à dire, si on veut dire sur les anti-inflammatoires, c'est en fait, effectivement, il ne faut pas en abuser non plus. Pourquoi? Parce que forcer, en fait, en masquant une douleur, c'est jamais une bonne chose. Voilà, s'il y a une chose à dire, c'est que après on a une douleur, c'est comprendre ce qui se passe, arriver à adapter bien sûr son sport, ne pas hésiter à faire vraiment de la rééducation, le renforcement musculaire, c'est ce qui protège les articulations, c'est absolument essentiel. Et puis ne pas hésiter, surtout pour les combattants d'une manière générale, les petits bobos, etc., c'est pas la peine de toujours consulter, même si c'est le médecin qui dit ça. Par contre, ça gonfle, ça saigne, c'est déformé, il y a une douleur qui persiste, là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas continuer parce que ça veut dire qu'on risque de s'abîmer. Question rapide, est-ce que être vegan, ça améliore la récupération de blessures? Ou ça diminue le risque de blessure? Ce qui a été souvent un des arguments aussi des régimes vegan pour les sportifs. Moi, je n'ai pas d'études, ou franchement, je dirais pas que il y ait d'études suffisantes pour pouvoir dire ça. En tout cas, je l'affirmerai pas. Maintenant, j'ai envie de dire que du moment que les gens se sentent mieux, voilà. Après, il y a pas de souci. La chose, c'est qu'il faut apporter des protéines quand même. Ouais. Donc, faut aller chercher. Les protéines, on en a plein dans l'alimentation. On n'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires tout le temps. Ça, c'est la chose qu'on peut dire. On en prend probablement trop par rapport à ce qu'on devrait. Voilà, c'est ça. S'il y a des messages comme ça à faire passer, n'hésite pas, tu vois, sur des trucs que tu sais Bien que sûr. les gens, ils en abusent, ou ils disent, faut que je mange Bien 300 kilos de viande rouge, ou je sais pas Non. quoi. Écoute, merci beaucoup. Il est cool le chat, hein. Ouais, ils sont très sympas, mais je pense qu'ils ont déjà hâte de te revoir pour parler un petit peu de ça. Avec plaisir. Je vais vous envoyer sur l'interview réalisée par Arnaud Quenon à Abu Dhabi de Kamaru Ousmane qui va affronter du coup le terrifiant Khamzat Chimaev. C'est un contenu qui dure 7 minutes. Juste après, on ira direct du côté d'Abu Dhabi pour suivre la conférence de presse des combattants de l'UFC. On va réunir les plus grosses têtes de la carte de cette UFC 294, les mettre face à un public. Ils auront des questions et des journalistes et des personnes du public. Et très très souvent, c'est là où il y a du trash talk et où ça commence à rentrer dans la tête des adversaires. C'est un peu la première bataille mentale d'une semaine de l'UFC, cette conférence de presse. Beaucoup de remerciements pour le
docteur Jean-Marc Sel. Il y en a super, qui a demandé quelles études t'as fait, donc j'ai envie d'imaginer médecine quand même. Médecine, voilà. Si tu m'avais dit BTS commerce international, j'aurais fait une tête bizarre, j'avoue. Mais ça m'a fait rire de voir cette question. On vous laisse du coup avec l'interview de Camaro. Je raccompagne Jean-Marc et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite les amis. À ciao.